Martino. Pour l'instant, nos avocats nous disent que tout est beau. Vous avez vu ça, les criminels qui ont mis le feu à un restaurant à Saint-Lambert avaient 16 ans seulement. Ils voulaient s'acheter des objets de luxe. De plus en plus, le crime organisé a recours à des mineurs comme ça. On en parle avec André Gélina, sergent détective à la retraite au SPVM. Salut André. Salut Richard. Écoute, premièrement, c'est le jour du souvenir. Tu portes fièrement le coquelicot. Toi, tu es allé en Afghanistan. C'est quoi le jour du souvenir pour toi? Le jour du souvenir, ben, c'est surtout de penser à ceux qui sont pas revenus, ceux et celles qui sont pas revenus. Et ça, peu importe le conflit, que ce soit l'Afghanistan, que ce soit la Corée, que ce soit les missions de paix, que ce soit les deux conflits mondiaux. Évidemment, c'est aussi le souvenir que on a tous payé un prix. Nos familles ont payé un prix, nos familles ont payé un tribut, ne serait-ce que de s'inquiéter pour nous, de parer notre absence et aussi d'avoir payé le prix de l'état dans lequel on était quand on est revenu. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué la mémoire au fer rouge que tu as vues en Afghanistan? Pas obligé de les raconter, là, mais... Ben, c'est sûr et certain que, tu sais, nous, comme policiers, évidemment, on n'était pas dans l'infanterie. Notre rôle, c'était pas d'aller détruire l'ennemi, mais évidemment, on était constamment à l'extérieur des bases, ce qu'on appelle là, dans le langage militaire, là, outside the wire, c'est-à-dire qu'on était constamment exposés, que ce soit à Kaboul ou que ce soit dans les zones de combat quand j'étais avec l'armée américaine. C'est sûr que les attaques de roquettes, les mines, les explosifs improvisés qui arrivaient pratiquement tous les jours sur un paquet de monde. Moi, mon convoi, une fois, a sauté sur une mine. Wow. Et je veux dire, il y a plein de gens qui ont été mutilés, qui ont été tués dans des situations comme ça. C'était le danger, toujours, qui était omniprésent. On se promenait avec une cible dans le dos. Et principalement, je dirais, dans certaines fonctions, nous, est-ce qu'on devait aller former des éléments clés du gouvernement, c'est-à-dire l'état-major de la police, des services secrets, des forces de sécurité, ben, en bout de ligne, ces gens-là, il y en a qui nous visaient parce qu'ils savaient qu'on pouvait ultimement peut-être faire une certaine différence dans l'établissement d'une infrastructure efficace en Afghanistan. Écoute, André, tu es un ancien policier, mais j'imagine que tu as des amis qui sont militaires, qui sont soldats. Tu t'es fait des amis là-bas. Tu sais qu'aux États-Unis, quand tu es soldat, quand tu es un ancien, quand tu as servi ton pays, tu rentres dans un restaurant, puis tu sais, veux dire, tu payes pas, là, tu sais, quasiment. Là. Ils te donnent, tu sais, ils ont un respect énorme pour les gens qui ont servi. Au Canada anglais aussi, un peu, là. Trouves-tu qu'au Québec, on l'a pas, ça, cette affaire-là, envers nos militaires? Ben, je pense que l'histoire du Québec, évidemment, là, tu sais, on remonte quand même à tous les événements des deux conscriptions. Je pense que ça a laissé une trace là, sur l'aspect historique puis sur l'imaginaire collectif. Mais je te dirais que de plus en plus, surtout sur une base individuelle, moi, je constate qu'il y a des gens qui réalisent, évidemment, c'est quoi le sacrifice d'avoir été là, qu'on ait été policier ou qu'on ait été militaire. Là. C'est souvent très peu connu aussi que les policiers, là, j'ai des amis, moi, qui sont allés au Mali, j'ai des amis qui sont allés en Haïti, au Kosovo, un peu partout en Afrique, tu sais. Mais oui, je pense qu'il y a une différence, mais ça s'explique, mais en même temps, on ne peut qu'espérer que ça s'améliore parce que, à quelque part, il y a un sentiment de renonciation puis d'abnégation quand tu vas dans des endroits-là. C'est pas juste pour toi que tu le fais. Ben oui. Et écoute, je reviens là, aux jeunes criminels, 16 ans. Est-ce qu'on devrait leur donner des peines plus sévères? On se dit, écoute, il y a 16 ans, tu es facilement manipulable à cet âge-là. C'est quoi ton feeling là-dessus? Écoute, ça, c'est une grande question. Évidemment, Ouais. lorsqu'on peut penser, là, tout ce qui touche les crimes violents contre la personne, là, évidemment, je pense qu'à un moment donné, faut tirer une ligne et on se doit d'être plus sévère, même si ce sont des jeunes. Par contre, ça amène aussi tout l'aspect recrutement et on l'a déjà mentionné, là, mon collègue Stéphane Wall et moi, là, il faut que le code criminel s'adapte, il faut que les sentences suivent, notamment sur les adultes qui, eux, Hum, font le recrutement envers ces jeunes-là. Tu sais, on l'a vu là, dans l'excellent article de Valérie Gontier où ce qu'il dit, ben moi, c'était pour m'acheter des objets de luxe. Bon, Ben oui. on peut se questionner sur les valeurs de la société, où ce qu'on est rendu, mais en bout de ligne, on se rend compte d'une chose, c'est que pour des futilités, certaines personnes sont prêtes à commettre l'irréparable. Et on a vu des jeunes qui sont allés jusqu'à commettre des agressions physiques graves, voire des meurtres, simplement pour pouvoir augmenter leur prestige criminel, pouvoir obtenir de l'argent, pouvoir se sentir accepté d'un groupe ou d'un autre. Tu sais. C'est vraiment particulier. Fait que je pense qu'il faut se positionner sur les sentences aux jeunes. Il faut arrêter
de les envoyer dans ce que j'appelle des fois des mauvais camps de vacances, là, puis commencer justement à réaliser que les jeunes d'aujourd'hui, c'est peut-être pas la même réalité des jeunes il y a 30 ans. Mais il faut surtout cibler les individus et les organisations criminelles qui, eux, font miroiter ça. Ces gens-là devraient être automatiquement condamnés à des lourdes peines parce qu'ils corrompent la jeunesse puis ils font une certaine destruction du tissu social, non seulement par leur activité criminelle, mais par le fait qu'ils s'en prennent à des jeunes puis qu'ils leur vendent Walt Disney, mais ils vont finir en prison finalement. C'est bien dit. Puis écoute, ça a l'air qu'ils mettent le feu à des restaurants pour quoi? 300$? Chose comme ça? Ouais, c'est épouvantable, hein, parce que faut comprendre une chose, c'est que tout ce phénomène-là de l'extorsion, ben c'est très pernicieux. Hein. Ça fait en sorte que certains restaurateurs, certains commerçants vivent dans une peur, dans une crainte constante de savoir quand est-ce que ça va m'arriver. En même temps, on peut comprendre qu'il y a une certaine crainte à dénoncer, mais en même temps, si ces gens-là ne le font pas, évidemment, là, c'est pas juste le petit doigt ou la main qui va leur passer dans l'engrenage, c'est le corps au complet. Les autres organisations criminelles vont être mis au courant de ça et là, ils vont se ramasser là, ensevelis sous les demandes. En même temps aussi, c'est que lorsqu'il y a des incendies, ben on peut comprendre une chose, c'est quand c'est à répétition, même si la business fonctionne bien, c'est ultimement tes assurances qui vont te mettre, ils vont mettre la clé dans la porte parce qu'ils vont refuser, ils vont dire que tu es à haut risque. Et il faut penser aussi que des fois, il y a des logements en haut, il y a des maisons, il y a des gens qui habitent autour, et même si le commerce est vide, ça met en danger des gens qui, eux, dans le fond, n'ont pas rapport là-dedans. Et c'est pas bon pour le sentiment de sécurité de la population, c'est clair, ni des commerçants. Merci beaucoup, André. Bonjour du souvenir. André Gélinas, merci beaucoup. Salut.